9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, mardi 8 novembre avec vous jusqu'à 10h pour commenter l'actualité et tenter de se mettre d'accord avec aujourd'hui Alexandra Spinner. Bonjour, conseillère régionale LR d'Île-de-France. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-Saint-Barreul. Bonjour, membre du bureau national du PS. Et Régis de Castelnau, bonjour. Vous êtes avocat, vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur, vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire et vous avez un blog Vue du droit. Bonjour à vous Régis. Bonjour à tous. Il y a du Mistral chez vous ? Non, on a eu un peu de Mistral, je ne sais plus quand, et il fait un temps magnifique depuis. Bon, très bien, on est content de l'apprendre. Vous voyez, on a des gens un petit peu partout en France grâce à la technique. Alors, beaucoup de sujets aujourd'hui et bon, on a un peu creusé la tête parce qu'il n'y a pas une actualité débordante malgré tout quand même. LR, RN, quel avenir pour la droite ? Il y a toujours cette histoire du 110 km sur autoroute qui fait débat et qui fait beaucoup réagir. Un sondage nous dit que les Français ils seraient prêts à ralentir sur les autoroutes. Et puis Anne Hidalgo qui renonce à sa promesse de campagne et qui augmente la taxe foncière à Paris. Ça parle quand même de la gestion d'une ville, de la capitale de la France. Et on va y revenir avec vous pendant cette émission. Commençons peut-être avec vous, Régis. C'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule concernant la situation dans laquelle les soldats français qui sont en Roumanie, stationnés en Roumanie compte tenu de l'existence de la guerre en Ukraine actuellement, et on apprend par Mediapart, relayé, j'ai vu par deux députés LFI, dans quelle situation matérielle se trouvent les troupes françaises. C'est assez indigne, c'est difficilement réfutable ce qu'on nous explique, hein. Donc on est très fort pour donner des leçons, mais dès lors qu'il s'agit d'assumer des fonctions importantes, parce que là on est dans le domaine régalien toujours, on constate que la tiers-mondisation est là aussi est en route. Et mais c'est quoi les problèmes des soldats français ? Ils sont logés dans des conditions déplorables, ils sont pas nourris, ils ont pas de matériel. C'est-à-dire qu'ils doivent acheter leur... ça c'est... On le voit. Enfin, je veux dire, il faut être un petit peu réaliste. Moi, je suis assez lié au monde militaire, familialement, je dirais. Le nombre d'exemples qu'on a maintenant de ce déficit, on apprend en plus que sur le terrain militaire d'exercice, de la fonction de combat, on a 8 jours de munitions. Donc non, je pense que ce grand secteur-là aussi est malheureusement frappé par. Mais il faut blâmer qui ? Je comprends. Parce que là c'est bien de dire c'est pas bien là-bas, mais so what, et c'est quoi le problème ? Le problème, il est tout simplement celui de ceux qui dirigent ce pays. Enfin, voyons. La santé, c'est la faute à pas de chance. Enfin, c'est pas sérieux. Mais il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. On l'a beaucoup évoqué hier. On apprenait aussi. Alors là, je vais beaucoup plus loin, mais qu'une femme serait morte de faim aux urgences. Une femme de 77 ans serait morte de faim sur un brancard, ce qui est quand même invraisemblable. Et puis ce matin, alors c'est pas très confraternel, mais ça montre quand même la façon dont fonctionne le service public. Une des grandes voix de Radio France, Noël Bréham, je sais pas, ça vous dit certainement quelque chose, vient d'être licenciée. Elle a 40 ans de CDD. 40 ans de CDD à France Inter. Alors, ce matin, notre confrère Benoît Darangon, vous avez aimé les 47 ans en CDD de Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard à des chiffres et des lettres. Comment une entreprise aujourd'hui peut faire 40 ans de CDD ? C'est quand même l'incurie du service public de l'audiovisuel en particulier que j'ai connu à une époque où moi j'ai travaillé pendant 4 ans avec des contrats à la semaine. Pendant 4 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Après, vous êtes... Mais quand il y a eu des plaintes qui ont commencé à être déposées dans l'audiovisuel, je peux vous dire que TF1, M6 ont régularisé, que vous ne pouvez pas avoir plus de 2 CDD.
le service public n'en a rien à faire. Ce n'est pas leur pognon. Noël Bréham, elle va partir avec un très gros chèque, tant mieux pour elle, mais c'est inadmissible quand même, non ? C'est totalement inadmissible. Enfin, 40 ans de CDD. Mais l'État est le premier à utiliser de manière abusive, et on le sait depuis très longtemps, le CDD, mais dans la fonction publique, ça ne s'appelle pas comme ça. Voilà, on fait des contrats et on peut les enchaîner. Et alors, dans le secteur privé, vous êtes évidemment tout de suite assigné au prud'homme, et les sanctions sont très lourdes, et ça peut aller très loin pour le dirigeant s'il abuse de la chose. Dans le secteur public, bien sûr. Non, mais il y a des règles de jeu, il faut les respecter. Absolument, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'État s'applique à lui-même des règles qui sont très différentes de celles qu'il impose au secteur privé. C'est insupportable. Mais moi, pour aller plus loin, pour prolonger, là en ce moment, je suis en train d'essayer de faire enregistrer des documents liés à une activité professionnelle auprès d'un des grands services de l'État parmi les mieux lotis en termes de budget. Voilà, j'ai déposé mes documents il y a 1 mois et demi, et là, le service m'explique qu'ils sont en train de traiter les documents enregistrés et reçus à fin juillet. Et on est mi-novembre. Juste mettre un coup de tampon sur un document, ça leur prend 4 à 5 mois. Je ne sais même pas si ça sera fait cette année. Il y a quelque chose. Vous voulez partir à l'étranger 1 an pour avoir un passeport. Hein. Si vous savez un voyage à faire, c'est non mais c'est pas parce que c'est plus mal ailleurs que ça doit. Non, c'est en France. En France. Non, mais attendez. Si vous perdez une carte grise, vous attendez 1 an et demi avant qu'on. Ah oui, la carte grise, c'est mission impossible. C'est tout à fait. Ah bon ? Oui, c'est le carte grise. C'est exploit pour. Non, mais il y a un problème quand même dans les services publics, parce que qu'est-ce qu'on a à faire ? Je parle de Radio France, mais ça peut être autre chose. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de payer au prud'homme 40 ans d'indemnité chômage, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de dû à cette personne ? Rien, c'est pas leur pognon. Voilà. Et un auditeur me précise sur cette femme de 77 ans qui serait morte au CHU de Dijon. Selon la famille, elle était en attente d'opération en chambre, fracture du péroné, et elle était mise à jeun. Et l'opération était retardée de jour en jour. Ce qui fait qu'elle n'a pas mangé pendant 6 jours. Est-ce que vous vous rendez compte ? Elle a mangé une soupe quand elle est arrivée et plus rien. Et plus rien. Et donc c'est effrayant, c'est effarant, c'est consternant, et puis c'est surtout très triste. Et surtout, on a du mal à... moi, je pense aussi d'abord à la famille, bien sûr, mais je pense aussi au personnel. C'est comment c'est possible que on en soit dans cette situation. Eh ben, c'est parce qu'ils sont pressurisés, qu'il n'y a pas assez de monde, et que donc il n'y a pas assez de personnel, que les conditions de travail sont détestables, et la situation de l'hôpital public est dramatique. Des histoires comme celle-là, fort malheureuse, nous le rappelle, mais on a l'impression que ça ne bouge pas. Sauf qu'on est comme le pays d'Europe et de l'OCDE qui a le plus fort taux de prélèvement, donc j'ai quelque chose qui m'échappe. Alors, médecin me dit, j'étais de garde cette nuit, les gardes sont désormais payés le double jusqu'en mars, 800 € au lieu de 400 €. C'est pour un professeur, quelqu'un qui est professeur à l'hôpital. Vous vous rendez compte, 400 € brut, c'est pour des gens qui ont 60, qui ont une expérience. Enfin bon, on va pas revenir, si on pourrait revenir sur le dysfonctionnement. Il y a le métro, on va en parler avec vous, Alexandre Malafaille, la RATP qui va... Non, c'est vous, Alexandre, qui voulait parler des coups de gueule. Oui, c'est un coup de gueule, c'est plutôt façon coup de blues, presque un peu de coup de désespoir, de voir que jeudi, il y a encore une grève qui va paralyser une partie de notre cher vieux pays. Alors d'accord, il y a sûrement des motifs légitimes, des revendications de salaire par rapport à l'inflation, mais très sincèrement, étant donné l'état général de notre cher vieux pays, étant donné les difficultés auxquelles on fait face, quand on voit qu'il y a la guerre pas très loin, presque à nos portes, et que certains comme sont très inquiets sur l'avenir de la manière dont tout ça va se dérouler, qu'on continue à se mettre des bâtons dans les roues, à s'entraver mutuellement, à jouer le jeu de la décohésion, du chacun pour soi, dit je fais grève, c'est pas grave, et tous ceux qui vont pendant une journée entière, avec toutes les conséquences, avoir les galères pour les travailler, les galères pour aller étudier, les galères pour faire simplement ce qu'ils ont à faire et qui est peut-être utile, d'aller voir un vieux parent, d'aller s'occuper de quelqu'un, pendant une journée en région parisienne, ça va être de nouveau la merde. Et très sincèrement, dans le contexte actuel, je comprends pas qu'on n'essaye pas, après ce qu'on a vécu avec Total, après la crise sanitaire, après les gilets jaunes, je comprends qu'il y ait des problèmes, il n'y a pas de souci, mais qu'on essaye de chercher d'autres manières. Non, mais on peut pas en permanence. À force de faire des trous dans la coque du bateau, parce qu'à chaque fois, on va tous avoir ce qu'on mérite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va craquer, et ce sera à la limite peut-être une bonne chose, parce qu'on rebattra les cartes, mais je ne sais pas si les révolutions ont beaucoup fait mieux une fois qu'on est passé par cette case-là. Je ne suis pas un révolutionnaire, mais la guerre du tous contre tous amène justement à cette situation. On y va. Oui, mais on y va parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sentiment d'appartenance collective, et il n'y a pas de volonté politique, et là c'est aussi la responsabilité du gouvernement, de toujours opposer les uns aux autres. On prend une mesure là, on oppose... Pourquoi opposer ? Pourquoi toujours opposer ? Donc les gens sont excédés, ils n'en peuvent plus. Alors moi,
Je veux dire, la grève, je suis toujours partisan de la grève, c'est un droit qu'on a dans notre pays, il est très important, mais en même temps, je comprends aussi l'exaspération des Franciliens, des Français qui sont confrontés à ces difficultés. Mais à un moment donné, il y a une responsabilité du politique qui organise la guerre du tous contre tous. Et on doit en sortir, parce que franchement, ça risque de mal finir. Il y a peut-être aussi une exagération, et certains, on le dit à chaque fois, qui ont un pouvoir de nuisance plus important que les autres. On voit quand même qu'il y a un tout petit nombre qui tient en otage ce pays. C'est passé sur les raffineries. Fait vivre dans la terreur absolue. Ouais. Parce que vous parlez Attendez, Régis. Le petit nombre, c'est l'Élysée qui nous fait vivre dans la terreur absolue. Mais non, excusez-moi, mais le problème de cette grève, c'est pas la grève. Ok, c'est un épiphénomène, il y en a toujours eu, c'est un droit constitutionnel. Non, absolument, le problème, c'est l'état des transports franciliens. C'est l'état des transports franciliens. On bascule, on a l'impression qu'on est dans le métro de New York, et c'est pas une référence. Non, mais alors Alexandra, vous n'avez pas pu finir. Oui, non, je rappelle quand même que ceux qui sont victimes, les premières victimes de ces grèves, sont les plus fragiles socialement. Hein, c'est ça qui est insupportable en réalité, parce que ces révolutionnaires de pacotille, ils s'attaquent au fond à ceux qui prétendent défendre. C'est ça qui est absolument insupportable. Non, mais les conditions dans lesquelles on fait voyager les Parisiens. Hier soir, j'ai pris la ligne 4, je revenais d'un déplacement en province. J'ai mis presque 3 quarts d'heure pour faire 20 stations. Sincèrement, je voyais les gens à l'intérieur. C'est nouveau. Hein. Il y a quelques années, je voyais pas ça. Les gens sont vraiment exaspérés. Là, ils trouvent que c'est insupportable. Parce que la ligne 4 elle est tout le temps perturbée, parce qu'il y en a un sur 3, parce qu'on peut plus monter dedans. Mais jusqu'à quand ça dure, ça? En tout cas, pour Jean Castex, bon courage et bienvenue. Une collaboratrice m'a envoyé une photo ce matin du métro à 7h. À 7h, c'est effrayant. C'est effrayant. C'est-à-dire le quai est noir de monde. C'est justement la raison pour laquelle Valérie Pécresse, ce matin, de région, demande à ce qu'on revienne à 100% de l'offre d'avant Covid. Elle essaye un peu de se défausser aussi. Non, absolument pas. Ce matin, elle dit il n'y a plus de chauffeurs, c'est pas de notre faute. Mais c'est la faute à qui? C'est jamais la faute de personne. C'est un peu ce que disait Régis sur les soldats aussi. C'est jamais de la faute de personne. Non, mais en tout cas, elle est responsable. Non. Je crois qu'il est temps que M. Castex retrousse ses manches déjà. Il est temps que. Je crois qu'il a. On attend évidemment beaucoup de lui. Je crois qu'il doit être. On attend son audition au Sénat. C'est aujourd'hui, oui. C'est aujourd'hui. Le Sénat est assemblé là, les deux. Pas trop suspense. Pas trop de suspense. Pas trop de suspense. Compte tenu des règles, oui. Oui, évidemment. Mais la région n'a aucune responsabilité Mais non, c'est très facile de se défausser sur la région, mais il est temps qu'on revienne à 100% du service de la RATP. Voilà. Ils n'ont pas le personnel. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas le personnel. Moyens, là, allez, on marque une toute petite pause. On se retrouve dans un instant, 9h15 sur Sud Radio, et on va parler de la précarité étudiante et puis de la taxe foncière et d'une manière générale des promesses non tenues des politiques. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h pour commenter l'actualité. Baptiste Ménard, vous, c'est une alerte et ça pourrait être aussi un coup de gueule. On a vu certaines images ce matin d'ailleurs. Oui, c'est un coup de gueule contre la précarité étudiante. Les étudiants n'arrivent plus à se nourrir. Ils sont dans une situation de détresse psychologique très préoccupante. Dans mon département du Nord, c'est 1/3 des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est vraiment inacceptable et révoltant. Chacun a vu la vidéo de cette jeune étudiante qui en a appelé, tellement elle était dans le désarroi, et ça nous a tous touchés. Une augmentation du coût moyen de la vie étudiante de plus de 13%, ça représente à peu près 500 € par an de plus à trouver pour les étudiants. Et puis ça rejoint de toute façon la situation dramatique de l'enseignement supérieur de notre pays. Parcoursup qui est une aberration. Il manque 100 000 places dans l'enseignement supérieur pour permettre à tous les bacheliers d'accéder à la formation de leur choix. Et puis on manque de moyens aussi dans les universités pour faire face aux coûts, à la montée des coûts de l'énergie. Donc la réforme des bourses et la promesse du gouvernement exprimée par la ministre d'ailleurs hier sur votre antenne sont très clairement insuffisants et ne prennent pas en compte la réalité et la gravité de la situation actuelle. Moi je demande un plan d'urgence pour les jeunesses de France et pour l'enseignement supérieur et la recherche, parce que là vraiment la cote d'alerte est plus qu'atteinte. 56% des étudiants qui avouent ne pas manger à leur faim. Mais ce matin vous avez peut-être vu les images sur les réseaux sociaux de ces queues d'étudiants qui attendent pour avoir... Dans les épiceries solidaires. Les épiceries solidaires
pour obtenir de quoi manger. Hier, effectivement, Sylvie Retailleau a annoncé sur Sud Radio qu'il prolongerait le repas à 1 € pour les plus précaires jusqu'à Noël. C'est des repas qui existent pour les boursiers, mais c'est visiblement pas suffisant. Et cette jeune femme qu'on a vue sur les réseaux sociaux, heureusement, il y a une bourse, mais enfin, c'est une cagnotte qui s'est mise en ligne, mais c'est indigne de notre société. Alexandre Malafaye. Là encore, c'est fascinant, c'est vertigineux. Ça me rappelle ces images qu'on avait pendant la crise sanitaire, quand on voyait ces étudiants obligés de faire des queues pas possibles. Là encore, ça continue. Mais on avait vu à l'époque le retard à l'allumage de la réaction gouvernementale. Ils avaient mis plus de 6 mois à se dire tiens, on va peut-être faire quelque chose, alors que tout le monde savait que le problème était posé, personne ne faisait rien. Là encore, c'est incompréhensible. Mais cela dit, ce dont il ne faudra pas s'étonner, c'est que cette jeunesse qui essaie de faire ses études chez nous et qui pour une très grande partie y arrivera, parce qu'on a encore un système qui malgré tout délivre de bons diplômes et des formations qui sont connues dans le monde, je pense que ça leur donnera pas forcément envie de rester en France, et beaucoup se poseront la question d'aller voir ailleurs, parce que c'est indigne. Mais ce que je comprends pas, c'est comment on en arrive là. Il y a quelque chose de dire que l'éternelle question. Ah non, mais c'est fascinant, le délabrement, mais le fait qu'on puisse laisser cette jeunesse dans cette situation, qu'on ait le chiffre de 56% de ne pas manger à sa faim quand on est jeune, c'est dingue, parce que derrière ça a des conséquences surtout, y compris sur la condition physique, le fait de faire du sport. On ne peut pas faire du sport dans de bonnes conditions si on n'est pas nourri correctement. Et on voit que beaucoup d'étudiants rognent sur les dépenses de santé, sur toutes les dépenses régaliennes, la santé mentale. On voit qu'ils font l'impasse sur. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Régis Castelnau, vous avez vu ces étudiants Il y a une aggravation. Depuis le début de l'émission, on dit que les transports c'est catastrophique. Moi, j'ai parlé de l'état des militaires, desquels ils ne sont pas très nombreux, je crois qu'il y en a 1000. Là, on parle des étudiants qui ne mangent pas à leur faim. Enfin, écoutez... on parle d'enfants qui ne peuvent pas être opérés à l'hôpital Necker à Paris. Bien sûr, et on a parlé de la santé. Donc, on assiste, le terme effondrement serait beaucoup trop fort, mais j'ai un peu un sentiment... On n'est pas très loin, malheureusement. Non. Un sentiment de désintégration, ce qui est un petit peu différent, ça part de tous les côtés. Et vous savez, j'ai lu un article dans la presse américaine. Merci les logiciels de traduction, donc je vais lire d'un économiste, et qui disait que l'Europe se préparait peut-être à connaître les 10 ans qu'a connu la Russie après l'effondrement de l'Union soviétique, à partir des années 90 jusqu'en 2000, quand ils ont commencé à se redresser. C'est pas encourageant, et c'était très argumenté et très convaincant, malheureusement. Qui sera notre Poutine ? Qui sera notre Poutine européen ? Ah oui, c'est une bonne question. Absolument. Mais vous avez vu, je le rappelle, je l'ai évoqué hier, le Télégraphe, donc très sérieux journal britannique, qui dit comment la France est aujourd'hui dans une spirale de déclin apparemment irréversible. C'est autrefois la France, le plus beau pays du monde, le plus brillant et le plus civilisé, est en train de s'effondrer, et parle de chaos et de déclin. Alors bon, je veux croire que la France reste le plus beau, le plus brillant et le plus extraordinaire des pays avec la plus grande ressource. Pas dans une forme éblouissante. Pardon, non, bien sûr, c'est sûr. La difficulté complémentaire, c'est quand on se met à la place de nos compatriotes, de nos concitoyens. En fait, tout est sujet d'anxiété. Donc c'est très compliqué, parce qu'à court terme, les nouvelles sont pas bonnes. Entre l'énergie, le pouvoir d'achat, le climat, la menace aux portes, etc. L'Ukraine, tout ça, on ne sait pas, ça c'est du moyen terme, on ne sait pas ce que ça va donner. Le climat, c'est du moyen long terme. Et à long terme, quand on y a les transformations du monde et les grandes tendances, je veux dire, se projeter et dire, ok, je suis partie prenante de mon pays pour bâtir autre chose, mais bâtir quoi et comment, avec qui ? Oui, absolument. Alexandra, on va peut-être marquer une pause tout de suite, comme ça, on va pouvoir se lancer sur les promesses non tenues. Prendre nos anxiolytiques. Voilà, les promesses non tenues des politiques, celle d'Hidalgo de ne pas augmenter. Les promesses non tenues on en parlera. Augmenter la taxe foncière. Vous allez la défendre ? Oui. Mais je vais surtout parler de la situation dramatique dans laquelle sont placées les collectivités territoriales. Oui, d'accord. Encore un joli sujet. Oui, sujet. Allez, à tout de suite. Parlons-en.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. C'est ça le problème. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, je vais dire jusqu'à midi, non, il y a Jean-Jacques Bourdin à 10h30. Alexandra Spinner, donc votre coup de gueule est pile dans l'actualité. Oui, mon coup de gueule qui est en fait le coup de gueule quotidien des Parisiens, c'est la gestion calamiteuse de la ville de Paris par Madame Hidalgo, ses mensonges, ses promesses non tenues, et surtout l'opacité dans laquelle la gestion de la ville se passe, puisque le document d'orientation budgétaire n'a toujours pas été délivré et distribué au Conseil de Paris. C'est quoi le alors qu'il a lieu la semaine prochaine. C'est une sorte de bilan, de bilan comptable des dépenses, de la gestion de la ville. Absolument, auquel les conseillers de Paris ont droit. Je rappelle que plus de 12 000 familles quittent Paris chaque année. C'est quand même tragique, à cause du matraquage financier de la ville de Paris, orchestré par Madame Hidalgo. Et des conditions de vie. Des conditions de vie qui se dégradent de jour en jour. La hausse annoncée par Hidalgo de la taxe foncière est juste un scandale qui n'a d'objectif que d'éponger sa dette en allant chercher l'argent dans la poche des Parisiens. Ouais. Voilà, c'est à nouveau les mêmes qui vont payer les conséquences de la gestion désastreuse de Madame Hidalgo que Rachida Dati dénonce depuis 2 ans. Donc elle s'était engagée, Madame Hidalgo, à ne pas augmenter la taxe foncière. On n'a pas repris le son où elle dit « je m'y engage ». Hier, elle a tweeté des règlements... C'est dommage, vous voulez pas qu'on l'entende des règlements, mais on l'a pas sorti. Elle vous manque déjà. Des règlements climatiques, crise énergétique, inflation touchent toutes les villes. L'État refuse d'être à leur côté pour garder les services publics et accélérer la transformation écologique. Nous n'avons d'autre choix que d'augmenter la taxe foncière. Écoutez ce que lui répond Gabriel Attal. Comme souvent avec Madame Hidalgo, l'État a bon dos. Moi, je veux rappeler que depuis plusieurs années, l'État a accompagné très fortement la ville de Paris et les Parisiens. 5 milliards pendant la crise Covid, des recettes qui ont très fortement augmenté ces dernières années, les droits de mutation. Il y a quelques jours seulement encore, on a fait un versement exceptionnel de 50 millions d'euros de recettes de TVA à la ville de Paris. Mais à un moment donné, c'est vrai que l'État ne peut pas combler l'absence de gestion de la ville de Paris. On va quand même pas se retrouver dans une situation où on devrait augmenter les impôts de tous les Français pour combler les problèmes de gestion de la ville de Paris. Voilà, donc la taxe foncière est de 13,5% et elle passerait à 20,5%. Donc la défense, j'imagine, du Parti Socialiste, Baptiste Ménard, c'est de dire c'est la faute à l'État. Oui, encore et toujours. Oui, mais il y a peut-être deux choses. Il y a peut-être la gestion calamiteuse. Alors moi, je suis pas parisien. Moi, je vais commencer par dire qu'à Mons-en-Barœul, nous n'augmentons pas avec Rudy Geste la taxe foncière parce que voilà, tout le bonheur est à Mons, parce que effectivement la situation est telle que il faut quand même éviter de charger la barque. Cela étant dit, indépendamment de ce qu'on peut penser de la gestion d'Anne Hidalgo, il faut quand même reconnaître que l'enjeu des finances des collectivités locales, qui sont mises à mal par la politique gouvernementale et aussi par la crise énergétique que nous traversons, est un vrai sujet. Alors, est-ce que la hausse de la taxe foncière à Paris est proportionnée à cette situation? Je n'en sais rien. Encore une fois, je ne suis pas parisien. Mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut dézoomer et le débat, il est là. Moi, je rencontre beaucoup d'élus locaux, en particulier dans les petites communes, qui sont en grande difficulté pour faire fonctionner les services publics. Et on en parle depuis tout à l'heure. Il y avait une forme de sinistrose pour dire l'hôpital public ça va pas, etc. Les gens, ils attendent des services publics de qualité. Et donc on ne peut pas s'aborder au niveau local les services publics. Donc je crois que c'est pour ça que Anne Hidalgo prend cette décision dans la douleur. Mais non, mais c'est dans la douleur pour les Parisiens. On est obligé d'éponger 10 milliards de dettes. Vous entendez 5 milliards qui ont été donnés à la ville, ce que disait Gabriel Attal, plus les retours de TVA. On ne sait pas si c'est Gabriel Attal, le ministre du Budget, ou Gabriel Attal, potentiel candidat à la mairie de Paris, qui s'exprime. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, lui se lave facilement les mains quand même de la situation dans laquelle ils ont placé les collectivités territoriales, et ce depuis que Emmanuel Macron est président de la République. En tout cas, moi je constate quand même que les services publics et la transition écologique ont bon dos. Voilà. 10 milliards d'euros de dettes, c'est le bilan de Madame Hidalgo, une gestion totalement opaque, un mépris total des élus et des Parisiens, et une situation tragique à Paris que nous constatons tous les jours. Tous les jours, la dégradation des services publics, la saleté de cette ville, qui est une ville magnifique, nous le constatons tous les jours. C'est le coup de gueule permanent, quotidien des Parisiens. Si Paris était une entreprise, elle serait en liquidation judiciaire.
Et elle serait en tout cas entre les mains de gens qui reprendraient la gestion de manière sérieuse. C'est ce qui aurait pu se passer d'ailleurs l'année dernière. Alors là où je vous rejoins sur un point, c'est qu'il y a un certain nombre de réformes qui ont été mises en œuvre, et notamment la suppression de la taxe d'habitation, qui ont eu de fait un impact direct sur la manière dont les collectivités sont gérées et dont elles disposent de leurs ressources. Mais Paris, c'est vraiment une fuite en avant. Je vais prendre l'exemple de la question des bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, pour avoir le droit d'occuper, de mettre sur le marché des immeubles, de les gérer, ont versé jusqu'à 50 ans de loyer d'avance à la mairie. Donc la mairie, elle a encaissé 50 ans de loyer à venir. Donc, et cet argent, elle l'a dépensé. Elle le dépense où ? Dans une gestion qui n'est pas tenue, d'une part, et deuxièmement, dans une transformation de Paris qui se fait à marche forcée. Je vais donner juste un chiffre, vous l'avez peut-être, le nombre de chantiers ouverts à Paris en ce moment. Ouais. On est à 9500. D'accord, à l'échelle de la capitale. Vous avez 9500 points de travaux. Alors là-dedans, il y en a la moitié. Donc il y en a plus de 2000 de plus par rapport à 3 ans. Là-dedans, il y a des petits trucs, mais après, il y a des gros machins, quoi. Et qui sont avec des emprises et qui sont des chantiers qui sont ouverts pendant des mois et des mois, parce que globalement, on peut pas gérer 10 000 chantiers en même temps. Donc ça provoque des bouchons, des embouteillages, des complications, des accidents de vélo, de vélib, de machin, etc., de trottinettes, parce que c'est des conditions de circulation qui sont pas possibles. Et cette ville est très mal gérée. L'État, l'année dernière, avait accepté, et je me demande comment ils ont fait ça, Bercy, de renouveler, d'accorder en fait cette espèce de fuite en avant avec les bailleurs sociaux. Je pense que maintenant il est temps qu'il y ait une mise sous tutelle de la gestion de la ville de Paris. J'espère que la droite va pour le coup le proposer, elle l'avait tenté, et que le gouvernement va dire bon, c'est bon, vous pouvez pas continuer comme ça, parce que 53%, ça tient pas. C'est impensable. Attendez, il faut rappeler. Régis de Castelnau. Il faut rappeler la situation. Madame Hidalgo a fait 2% des voix à la présidentielle sur sa ville. Effectivement. François Hollande et son premier ministre de l'époque avaient accordé, Manuel Valls avait accordé à la ville de Paris je vais dire un avantage invraisemblable. C'est-à-dire qu'il y a une règle d'or dans la gestion des collectivités. On n'a pas le droit d'avoir le budget fonctionnement en déséquilibre. Elle l'a en déséquilibre, par une astuce scandaleuse. C'est une escroquerie. C'est-à-dire qu'elle capitalise sur des loyers à venir sur 50 ans, alors que la ville devrait être en tutelle. C'est pas compliqué. Il faut que la semaine prochaine, la Chambre régionale des comptes se penche, soit saisie par le préfet, et que cette ville soit mise en tutelle au bout d'un moment. Qu'est-ce que c'est que cette façon de gérer ? Alors, faut pas oublier, je suis d'accord, faut pas oublier ce qu'a fait l'État, la suppression de la taxe d'habitation. C'était très démagogique, en disant mais vous inquiétez pas, c'est l'État qui va payer. Puis l'État il paye pas. Donc c'est une ressource qui a été volée aux collectivités locales par l'État. Donc Monsieur Attal, modeste. En revanche, la gestion de Madame Hidalgo, c'est grotesque. C'est grotesque. Mais il y a bien un moment, il va falloir qu'elle présente les comptes, Alexandra Spinner, non ? Au Conseil de Paris. Devant un tribunal, ce sera très bien. Non, mais il va bien falloir qu'elle les présente, les comptes. Vous vous rendez compte que les élus du groupe Changer Paris sont obligés de refuser de siéger ? La commission des finances ne sera pas tenue parce que Madame Hidalgo n'a pas été en capacité de remettre le document d'orientation budgétaire. C'est une façon de travailler totalement délirante. Il y a un élu qui dit de Paris, les finances de toutes les communes ont été fragilisées. J'ai fait des propositions pour taxer les riches, les palaces et les hôtels de luxe. Voilà, comme ça. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait des propositions qui ont été portées dans le débat budgétaire, mais comme le gouvernement a utilisé le 49.3 et qu'il a balayé toutes les mesures qui ont été proposées, il se retrouve sans solution. Enfin, moi, je veux quand même redire, encore une fois, indépendamment du sujet qu'on évoque, les collectivités locales sont complètement asséchées et n'ont plus aucun moyen de financer leur politique. On peut dire qu'il y a deux choses. On peut dire qu'il y a cet état de fait, et puis il peut y avoir aussi dans certaines communes une mauvaise gestion. Aucune ville de France ne pratique avec les bailleurs sociaux ce que fait la ville de Paris. Absolument. Il y a que le fait d'encaisser 50 années de loyer d'avance pour se faire de la trésorerie court terme, et pendant 50 ans, vous n'aurez plus de recettes liées à ces logements sociaux parce que vous aurez tout cramé en un an. Tout ça pour financer des projets qui sont peut-être utiles, mais enfin quand même, on ne fait pas comme ça. C'est invraisemblable. Aucune ville de France. Bon. Moi, je rappelle quand même la déclaration de Madame Hidalgo en mars, je crois. C'est il n'y aura pas de hausse d'impôts et je tiens toujours ma parole. Oui. Bon, après, après, Madame Hidalgo s'appelle pas Madame Irma et elle savait pas non plus l'augmentation des coûts. S'engager à respecter sa parole. Je tiens sur ma parole. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est Rémi Godot dans l'Opinion qui titrait aujourd'hui Fluctuat et mergiture, c'est-à-dire elle navigue et elle sombre. Allez, petite pause et on revient pour parler des LR
qui a l'avenir pour la droite, LR, RN. On voit que ça craque de partout. On en parle avec vous dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. C'est même des copains. Avec vous sur Sud Radio. Alors, que se passe-t-il à droite, LR, RN? Quel avenir pour la droite? Je me tourne vers vous, Alexandra Spinner, parce que vous êtes LR. L'élection donc du président se fera le 5 décembre prochain. On a un petit peu de mal à voir, à comprendre les différentes lignes et voir ce qui va se passer. On a vu donc l'élection de Jordan Bardella avec un appel hier de Jordan Bardella à Nadine Morano à le rejoindre. Bon, ce matin, je l'ai entendu, elle a dit qu'il n'en était pas question et qu'elle ne quitterait pas sa famille. Mais on voit qu'il y a des porosités. Et est-ce que, la question qui se pose, est-ce qu'il peut y avoir un rassemblement, un regroupement à terme ? Alors écoutez, moi je ne soutiendrai jamais un candidat qui propose un regroupement avec tout parti d'extrême droite. Voilà, c'est très simple. Nous sommes à la veille d'une élection qui est déterminante pour notre famille politique. Il nous appartient désormais de reconstruire totalement notre parti et d'offrir une alternative au macronisme qui ne soit ni l'extrême droite ni l'extrême gauche. C'est à nous de convaincre, de travailler. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur des sujets très forts, sur des sujets régaliens, la question de l'immigration, la question de la lutte contre le communautarisme. Oui, il nous faut à nouveau... C'est quand même très axé. Non, mais ce sont des sujets qui inquiètent les Français. Le déclassement, ce sont des sujets... Non, il n'y a pas que ça, effectivement. Il nous faut aussi, absolument, il nous faut à nouveau reparler aux Français, renouer avec la France populaire. Et moi, à titre personnel, je soutiens Bruno Retailleau parce que je pense qu'il est le plus en capacité de nous rassembler, parce qu'il en a fait la démonstration au Sénat. Il est à la tête d'un groupe qui est irrigué de différentes sensibilités, de la droite et du centre. Et je crois que le meilleur rempart contre l'extrême droite, c'est une droite qui ne renonce pas à ses convictions, une droite fière, une droite qui propose. Et je pense aussi qu'il est temps d'arrêter de faire de la politique par la peur. Je crois qu'il est temps de renouer avec un langage d'espérance, un langage de confiance. Oui, mais les Français ont du mal à y croire et à nous de renouer ce dialogue. Parce qu'on a même du mal à comprendre quand on voit Éric Ciotti qui, pour le coup, a réagi à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale en dénonçant le racisme du député, alors que plusieurs personnes, dont Nadine Morano à l'intérieur de LR, ont dit c'était peut-être pas forcément raciste. Enfin, elle avait mis plus de nuances. On a du mal à savoir où sont les uns et les autres. Alors, Régis, vous en pensez quoi, vous, de la situation? Alors, moi la situation, c'est-à-dire que, si vous voulez, je pense pas que cette Assemblée nationale ira au bout, je l'ai toujours dit. Et puis, deuxième observation que je fais, c'est que Emmanuel Macron n'a plus d'avenir politique. Soit il va jusqu'au bout de son mandat, soit celui-ci est interrompu par un problème lié à une cohabitation insupportable. Enfin, je ne sais pas, mais il est plus un point d'ancrage. Il sera plus très longtemps un point d'ancrage. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a un espace à droite pour récupérer la partie qui est de la droite qui est partie chez Emmanuel Macron ou pas? C'est ça la question. C'est ça la question, parce que effectivement l'espace il est celui-là, sachant que le RN en occupe une partie de l'espace à droite assez importante. Et surtout la partie populaire, parce qu'il faut pas se raconter d'histoire. Si on regarde les sociologies respectives, les couches populaires, celles qui travaillent, votent pour le Front National. La France active. Rassemblement national. Qu'est-ce que j'ai dit? Front National, bon, c'est... Oui, d'accord. Je me mets à jour. Voilà. Rassemblement national. Donc, je pense que l'équation pour les LR, elle n'est pas facile pour l'instant. Mais à terme, effectivement, le travail, ce sera de récupérer cette partie-là. Moi je crois... au contraire que nous avons un vrai espace à occuper, parce que nous allons nous emparer des vrais sujets qui inquiètent les Français. Nous avons des vraies propositions sur l'éducation,
qui reste quand même la reine des batailles. Nous avons des vrais sujets sur la revalorisation du travail. Nous avons des vraies propositions aussi sur l'écologie, parce que notre jeunesse est très en demande sur des réponses sur l'écologie. Il est temps pour nous d'incarner une écologie qui soit une écologie de responsabilité, une écologie qui ne soit pas une écologie punitive, qui soit une écologie responsable et pragmatique. On l'a bien vu avec tout le cirque des antinucléaires, nous étions dans le vrai. Donc, toutes ces propositions, on les a pas beaucoup entendues dans la campagne de Valérie Pécresse, qui s'est tout de suite et qui a démarré sur le grand remplacement. Non, la réalité, c'est que vous ne pouvez pas dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire des choses. La réalité, c'est qu'il y a une partie, moi je ne vous fais pas le procès à vous, mais il y a une partie de la droite républicaine qui a oublié ce qu'était le fait d'être d'une droite républicaine, justement. Et votre problème aujourd'hui, c'est que si vous sortez du Congrès avec Éric Ciotti comme président des Républicains, vous n'aurez plus de Républicains que le nom, parce que Éric Ciotti a dit que en cas de duel entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, il aurait voté pour Éric Zemmour. Donc c'est ça la réalité. Aujourd'hui, dans ce pays, et quelque part on en crève, et moi je le dis très sincèrement, nous avons une droite républicaine qui peine à être audible, et nous avons, donc je me fais aussi le reproche, une gauche républicaine, celle à laquelle j'appartiens, qui peine aussi à se faire entendre dans une logique de tripartition qui consiste à dire qu'il y a les Insoumis d'une part, il y a le Rassemblement national d'autre part, et enfin le bloc macroniste, dont effectivement on voit bien chaque jour que il est en pleine dislocation, parce que chacun est déjà en train de préparer la présidentielle de 2027. Donc là où je vous rejoins, c'est qu'il faut qu'on reparle du fond, qu'on reparle des sujets qui préoccupent les Français, c'est-à-dire de l'éducation, de l'avenir de leurs enfants, de la planète, des services publics. D'ailleurs, l'enquête du JDD qui montrait qu'effectivement, plus de 40% des fonctionnaires votent pour le Rassemblement national, là aussi, la cote d'alerte est atteinte. Donc moi, je souhaite que pour qu'on ait enfin et à nouveau de beaux débats politiques, parce que je crois au clivage gauche-droite, on a besoin d'une droite républicaine et on a besoin de cette gauche républicaine, parce que la parenthèse macroniste est en train de se refermer. J'aime beaucoup ce moment d'optimisme. Il y en avait besoin. On en avait besoin. D'accord, mais quand on observe la façon dont on fait de la politique en France et dont beaucoup de choses se passent, on voit bien qu'on prend toujours avec un peu de retard globalement la tendance américaine. Et la tendance américaine aujourd'hui, mais elle est pas très encourageante quand on l'observe. Finalement, on a des républicains qui sont très 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 à droite, très inféodés par les idées de Trump, et puis des démocrates qui sont dans une opposition extrêmement frontale et qui eux aussi ont leurs chevaux de bataille qui sont pour certains d'entre eux très radicaux, donc des clivages très durs. Et je pense que cette espèce de partition très frontale, très violente, très durable de la société arrive chez nous. Vous avez prononcé le mot de tripartisation. Je pense que c'est effectivement le schéma qui se décide, avec une droite dure, dans lequel je crains, malheureusement, les Républicains finiront par tomber de manière pragmatique, parce que de toute façon, il n'y a plus beaucoup d'espace. Il y aura une gauche dure. Moi, j'ai l'espoir que j'entends l'espoir, mais après, j'entends l'espoir, mais on aimerait bien, mais en même temps, on voit bien les tendances se construire. On est dans une époque où ce qui marche, c'est le bruit et la fureur. Le climat de défiance est arrivé à un niveau tel et de désespérance des gens qu'au bout du compte, ils vont chercher des solutions alternatives. Et puis, restera au milieu de tout ça. Alors, tout le monde enterre effectivement Macron et sa formation politique. Je suis pas certain. Je pense qu'il va y avoir une espèce de centre hybride et polymorphe dans lequel viendront se greffer tous ceux qui sont, à un moment donné, tentés de fabriquer quelque chose, parce que seul personne n'y arrivera. Voilà. Et donc, je pense qu'on va vers une tripartisation longue, et je pense malheureusement que c'est pas bon signe ni pour le Parti socialiste, ni pour les Républicains. Voilà. Bon, moi, je reste convaincu que nous sommes en capacité de. Oui, je veux y croire. Oui, mais vous avez ce matin Jean-Luc Moudin, qui était le dernier maire LR qui claque la porte. Très bien. Grande ville. Il nous a expliqué que les 3 candidats étaient formidables, et il s'en va à quelques semaines d'une élection qui est essentielle pour notre famille politique. Bon, écoutez, que vous voulez que je vous dise ? Moi, je préfère des gens qui sont des forces de proposition. Voilà. Oui, mais ça exprime quand même quelque chose, et ce malaise qu'il y a aujourd'hui au sein des Républicains, où on voit qu'il y a quand même des lignes qui sont extrêmement différentes et tranchées, et il va y avoir un moment, si Ciotti est élu, ce qui semble se profiler. Non, ça ne semble pas du tout se profiler. Rien n'est joué. Mais qu'est-ce qui va se passer pour Bruno Retailleau? Qu'est-ce qui va se passer? Un vrai espoir à droite. Moi, j'étais hier à une réunion où il y avait
beaucoup de militants, on a été submergés, les gens ont plein d'espoir. Il n'a pas imprimé dans les médias. Ah si, moi je vous assure qu'il a imprimé. C'est quelqu'un qui pense. Bon, mais faisons Madame Irma et prenons de côté. Et c'est quelqu'un qui propose une vraie droite, fière de ses convictions. Et c'est ce dont on a besoin. C'est ce dont vous avez besoin. Voilà, à gauche, vous avez besoin on n'a pas besoin de Bruno Retailleau, mais bon. Mais là où je suis d'accord, c'est que nous, une droite pour ce qui concerne les socialistes, nous avons besoin de revenir à ce que nous sommes, pour qui nous nous battons, quelles sont nos convictions, quelles sont nos valeurs, et nous devons revenir. Avec Bernard Cazeneuve. Mais moi, effectivement, j'ai signé. Je fais partie des 400 signataires autour de Bernard Cazeneuve. D'abord, je vais vous dire, ça fait du bien d'avoir un homme politique qui s'engage, qui publie un manifeste de 20 pages pour dire ce que nous sommes, quels sont nos combats, un attachement à la République laïque, un attachement à l'échelle européenne. Et ça fait du bien dans le débat public. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il faut qu'on reste optimiste, il faut qu'on sorte, même si Valérie, vous avez raison de dire que c'est la tendance, mais il faut sortir de cette logique des 3 blocs qui est une machine à fatigue démocratique et à désespérer les électeurs, parce qu'ils sont quand même de plus en plus nombreux à se détourner des urnes. Donc là aussi, la cote d'alerte est atteinte. Donc moi, je souhaite que nous refaisions de la politique, de la belle politique, que nous débattions sur le fond, que nous sortions effectivement de ce brouillard que nous a imposé Emmanuel Macron, qui consistait à faire croire qu'au final, droite et gauche voulaient dire la même chose. On voit bien quand on parle de sujets comme on en a parlé ce matin, de la précarité des étudiants, de la précarité énergétique, de tous ces sujets d'avenir, on voit bien qu'il y a 2 visions qui s'opposent, et c'est bien, et c'est ça la démocratie. Et donc oui, on a besoin que la droite républicaine revienne à ce qu'elle est, et oui, on a besoin aussi que à gauche, nous travaillons les uns et les autres à formuler une alternative qui soit crédible et qui puisse gagner. Car l'union de la gauche, nous y sommes tous favorables. La question, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est une union de la gauche ? Et avec qui ? Et avec qui ? Et là-dessus, moi, j'ai quelques idées. C'est-à-dire que nous devons effectivement... l'union de la gauche est un moyen, mais ça n'est pas un but. Et on voit bien aujourd'hui toute la difficulté eu égard à la NUPES. Donc moi, je souhaite que les socialistes reviennent à ce qu'ils ont toujours été. Oui, parce que la gauche aujourd'hui, quand même, a déserté le champ républicain. Gauche, non, pas la gauche. Il y a des gens à gauche qui l'ont déserté, très clairement. Moi, je le condamne. Alors, Régis. Je voudrais dire un petit mot, là. J'entends 2 convictions qui sont accrochées, et je le comprends très bien, j'apprécie les militants, mais qui sont accrochés au clivage droite-gauche. Et effectivement, on garde le clivage droite-gauche, il faut que le PS soit le PS avec le grand mobilisateur Cazeneuve. De l'autre côté, il faut qu'on soit une droite républicaine et fière de l'être, celle qui manie le Karcher et qui envoie le Kouchner, probablement. Parce que faut pas oublier qu'avant Macron, on a quand même eu Nicolas Sarkozy et qui fut battu, parce que c'est pas Hollande qui a été élu en 2012, c'est Sarko qui a été battu. Non. Alors. C'est pas Hollande, c'est Sarko qui a été battu en 2012. Bon, donc non, ce que je veux dire, c'est que le vrai clivage, bon, moi je rejoins mon ami Jérôme Sainte-Marie, il est bloc élitaire, bloc populaire. Il est plus opératoire, ce clivage droite-gauche. Et là, c'est ce qui explique pourquoi on est dans aujourd'hui cette situation. C'est très difficile parce que le PS, d'un côté, je sais plus combien de députés, de l'autre côté, la droite, je sais plus combien. Je veux dire, je crois et je crains que pas grand-chose ne pourra se reconstruire autour de ces deux pôles-là qui vont continuer à exister parce que ça dure longtemps. Regardez, le Parti communiste, il est toujours là. Oui. Donc, mais en admettant qu'Éric Ciotti, faisons Madame Irma, soit élu, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer de ceux qui soutiennent Bruno Retailleau, de CLR qui ne se reconnaissent pas dans cette partie-là du Rassemblement, je voyais mon lapsus, du Rassemblement national, des LR. Écoutez, moi je ne fais pas Madame Irma. Bon. Je suis une militante. Je pense que, comme vous disiez, Régis, cette France élitiste et cette France populaire, il nous faut les rassembler, les réconcilier. Et je suis convaincue qu'une droite
qui s'adressera à nouveau aux classes populaires. Parce que les classes populaires, ça a toujours été le cœur de notre électorat. Et je pense qu'il est urgent... Enfin, Marine Le Pen leur parle mieux. Hein. Oui, mais on va à nouveau leur parler. J'en suis convaincue. Et moi, je n'ai pas envie de faire un inventaire des années précédentes. J'ai envie de regarder vers l'avenir et de délivrer un message d'espérance. Et je crois fondamentalement qu'une droite fière de ses convictions, c'est un vrai beau message d'espérance pour nous tous, pour toute la démocratie. Voilà. Eh ben, on verra ce que ça va donner dans les semaines qui viennent. Merci à tous les quatre. Tout de suite, Maurice Barthélémy dans l'émission Média. À tout à l'heure.